Non, vous n'avez pas vu? Oui, Astrid. Voilà, le 31 mars 2005. Oui. Et vous êtes allé le lire? Je l'ai regardé, Oui, et alors c'était quoi le contrat ici? Dommage. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement votre parcours à l'université? Alors, je suis un pur produit alsacien. J'ai fait ma première année jusqu'au Master 2 et ma thèse à Assas. Au sortant du lycée Henri IV, j'ai hésité entre deux universités. Et puis les avis m'ont conseillé de choisir Panthéon Assas. Donc j'y suis allé, j'ai eu d'excellents professeurs et puis des moins bons au cours de ce cursus. Donc je me suis orienté plutôt vers un parcours privé que j'ai poursuivi en Master 1, je crois que ça s'appelait carrière juridique ou carrière judiciaire, donc qui était censé former plutôt au métier d'avocat et de magistrat. Et puis après avoir hésité à être avocat pendant les 3 premières années, ensuite magistrat les 2 dernières années, je me suis finalement orienté vers le doctorat et ça s'est décidé vraiment à la toute fin du Master 2 sans que ça n'ait été un projet qui est mûri au long de ma scolarité. D'accord. Et pourquoi chargé de TD? Alors, chargé de TD, si vous voulez, c'était un peu l'accessoire. Ce que je voulais faire avant tout, c'était faire ma thèse. Et puis ensuite, j'ai découvert que quand on faisait sa thèse, il était d'usage de faire des TD. Donc la première année, j'ai fait que la thèse. Et ensuite, voulant a priori me destiner au métier d'enseignant-chercheur, il fallait que je vois si j'aimais bien enseigner ou pas. Et donc, je me suis mis à l'enseignement en 2e année de thèse. Et je crois que les deux vont bien ensemble, puisque d'une part, on peut faire bénéficier aux étudiants de nos trouvailles, ce qu'on a découvert, et d'autre part, les étudiants nous aident aussi à clarifier un petit peu les choses, puisque une chose est de lire une information, de la découvrir et de penser la comprendre, une autre est de l'exposer, parce que quand vous exposez, c'est un autre degré de compréhension. Donc, ce qui me pousse à dire que vraiment les deux activités vont bien ensemble. D'une manière générale, le DOL pose la question de savoir quelle est sa sanction. Et les étudiants n'ont pas toujours bien en tête que selon la sanction, à savoir la ou la responsabilité, ce n'est pas exactement les mêmes conditions. Et donc là, par exemple, je vais en toucher un mot, parce que c'est un truc qui n'est pas simple. Et je ne me souviens plus de l'arrêt qui montre clairement les distinctions. Je ne le trouve pas dans les manuels, parce que les manuels n'en parlent pas toujours très clairement. Or, dans ma thèse, j'en ai parlé, donc je vais aller consulter les parties de thèse que j'ai écrites, pour essayer de retrouver cet arrêt dont j'ai oublié les références. Oui, donc sur le recrutement, il y a 2 voies. La voie royale, c'est vous êtes doctorant contractuel et vous postulez des missions d'enseignement. Et donc pour accéder à ces missions d'enseignement, qui sont en nombre limité, vous passez devant des commissions de professeurs qui vous entendent. Alors, ils vous entendent quand même pas tellement pour parler de vos qualités pédagogiques et de votre appétence pour l'enseignement que pour parler de leur thèse. Et en gros, si vous avez réussi à parler à peu près simplement en 2-3 minutes de votre thèse, ils se disent, bon bah, celui-ci, il est capable d'enseigner à des étudiants qui comprendront. Donc c'est comme ça que vous êtes recruté. Mais, si vous voulez, avec le coût de ces missions d'enseignement pour l'université, et puis parfois la difficulté aussi de trouver des gens intéressés, l'université a recours à des vacataires. Et là, c'est une sélection toute différente et me semble-t-il de moins bonne qualité, puisque vous ne passez devant aucune commission et il y a simplement, si vous voulez, un contrôle du professeur. Donc quand c'est un professeur renommé et qui suit ses chargés de TD et ses étudiants, il n'y a pas de problème, il fera ça très bien. Après pour le vacataire, bon, c'est moins intéressant parce qu'il est payé au bout de 6 mois et beaucoup moins que quelqu'un qui a des missions d'enseignement. Mais les avocats qui font ça, les jeunes avocats notamment, pour s'entraîner à parler et à essayer de tenir en victoire, sont prêts à le faire pour des sommes modiques. Et puis je crois que ça permet aussi les échanges entre l'université et le monde professionnel, donc c'est vraiment une bonne chose. En revanche, si le professeur ne suit pas bien son équipe, à ce moment-là, le recrutement est fait un peu à la va-vite et donc les étudiants en pâtissent sérieusement. La vocation de l'université, c'est d'emmener tous les élèves à l'excellence. J'aime bien faire la comparaison avec l'idéal religieux. On est tous appelés à la sainteté, on est tous appelés à l'excellence. Voilà l'objectif qu'on se fixe, et donc forcément la barre est haute, mais on est conscient qu'elle n'est pas atteignable. Le 20 sur 20 n'est pas atteignable. Mais simplement, les professeurs ne sont pas généralement prêts à renoncer à cet idéal d'excellence. Et du coup, c'est vrai que quand l'étudiant n'a pas bien conscience de ce que cette barre n'est pas atteignable, il se dit « mais j'y arriverai jamais ». Et donc là, parfois, peut-être, il y a des difficultés, on perd des étudiants qui manquent de motivation, qui se prennent des 5, des 6 et qui ont du mal à relativiser cette note et le niveau d'exigence. Alors, c'est parti.
Donc, quel est le sujet que vous aviez pris, Clément? Le commentaire. Le commentaire là. Alors, voyons voir. Donc là, en principe, le correcteur a mis le point. Donc, 1,5 pour la fiche d'arrêt. Est-ce que ça vous comprenez pourquoi? Enfin non. Non. Enfin, Ok. Alors, allons-y. J'en fais à chaque fois que Pourvoi. Il vous manque le pourvoi, semble-t-il. Vous avez oublié de l'évoquer, donc il vous manque une étape dans la fiche d'arrêt. Ensuite, le problème de droit. Trop large. Là, il estime que vous n'avez pas su cibler, alors comme vous l'avez formulé, par quel moyen le dépositaire de marchandises peut-il s'exonérer des détériorations survenues? Oui, parce que la question porte sur la condition d'exonération, quelle est la force majeure, et plus précisément sur la condition d'extériorité. D'accord. Et donc il faut essayer de le cibler sur ce point-là. Enfin, j'arrive pas à comprendre, enfin pas forcément avoir un plan bateau qu'on pourrait ressortir. Il n'y a à jamais de chaque plan fois, bateau. Mais enfin, j'arrive jamais à bien savoir ce qu'on pourrait attendre dans une première partie, dans une seconde partie. Est-ce que c'est oui, non? Est-ce que c'est de ce qu'il y a de moins concret au plus, moins évident? Alors, il y a des lignes directrices qui, effectivement, en 1A, on met le moins important, ce qui ne paraît pas être au cœur de l'arrêt. Oui. Ça peut être un peu le prétexte pour réciter un peu son cours. Donc là, ce qui est le cas, on rappelle ce que c'est qu'une obligation de moyens, mais en n'oubliant pas de redescendre sur l'arrêt. Et puis ensuite, 1B et 2A, on met les choses les plus importantes. Ouais. Et 2B, on fait une ouverture. Mais parfois, il y a tellement de contenu dans l'arrêt, et tout est intéressant que ça ne marche pas, ce plan. Donc, à ce moment-là, vous faites comme toujours votre brouillon. Et puis après, vous mettez les liens entre les idées. Comment préparez-vous les TD avec les professeurs? Les enseignants, vous allez avoir des réunions toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour préparer la fiche. Donc l'enseignant va dire, bon bah voilà, ce document, je pense qu'il faut dire ça et ça dessus. Après, vous restez libre quand vous êtes en TD de faire ce que vous voulez. D'autres vont simplement donner quelques consignes générales sur l'exercice à faire. Et puis d'autres enfin vont laisser le chargé de TD entièrement libre. Il y a une réunion au début de l'année, éventuellement une en milieu d'année pour faire le point sur les difficultés, réfléchir ensemble au thème des fiches. Voilà, là il n'y a aucune direction du professeur. Et quant aux fiches elles-mêmes, certains professeurs font les fiches, d'autres délèguent le travail au chargé de TD. Donc vraiment une très grande diversité. Comment est-ce que vous jugez en tant que chargé de TD le fait qu'il y ait une aussi grande disparité entre les chargés de TD au sein d'une même matière, avec au final une sorte de loterie, savoir avec qui on va tomber au début de l'année, et avec des conséquences parfois assez embêtantes à l'approche des partiels lorsqu'on commence à compter les points? Au moment où le contrôle continu a été instauré, il y avait d'assez fortes résistances de certains professeurs qui disaient attention à l'arbitraire du chargé de TD, attention aux différences de notation que vous allez avoir. Parce que quand vous donnez une note de contrôle continu et que vous êtes le seul à donner cette note, là, le risque de disparité est très grand d'un correcteur à un autre, surtout s'ils ont des horizons professionnels différents. L'avocat, qui aura peut-être un niveau d'exigence différent, et puis le doctorant qui est toujours en recherche de plus de précision, qui est presque un maniaque de la précision. Et puis, donc ça c'est une chose, l'évaluation par le contrôle continu, et puis une autre est l'évaluation finale. Vous avez une double correction, un barème qui est établi, une harmonisation qui est faite également par le professeur quand il y a des écarts trop importants. Donc je dirais que ce problème est malheureusement irréductible tant qu'on ne travaille pas sur ses causes, à savoir la liberté universitaire. Donc ce qu'il faudrait, c'est que le professeur donne des consignes très claires au début de l'année sur la manière de noter et les exigences. Mais ça demanderait un travail énorme, parce que pour chaque fiche de TD, chaque exercice, il faut faire un barème. Et je pense que les universitaires n'auront pas le temps de faire ce travail-là. Et puis l'autre moyen, c'est de travailler sur le contrôle continu, peut-être soit en l'abandonnant, soit en trouvant une formule plus objective. Par exemple, on pourrait envisager que pour les galops d'essai, ça ne soit pas le chargé de TD qui corrige le galop d'essai de ses étudiants. Ça se fait dans certains C'est possible que ça se fasse, oui. Je ne l'ai pas encore rencontré dans les équipes dans lesquelles j'étais, mais comme le galop d'essai compte pour 40% des notes, là vous pouvez, généralement, autour de 40% des notes, vous pouvez un peu plus équilibrer et harmoniser. Dans le contrat de franchise, la rentabilité économique est importante pour les deux parties, parce que la rémunération des deux parties, si vous voulez, dépend de la rentabilité. McDonald's gagne de l'argent, généralement, il y a un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Le franchisé gagne évidemment une partie du chiffre d'affaires. Et donc, la poursuite d'intérêts communs, c'est plus que de la valeur pour une des parties. Le prix qui est prêt à donner une des parties et que l'autre ne serait pas prêt à donner, puisque quand il y a quelqu'un qui invoque l'erreur sur la valeur, par définition, l'autre invoque une autre appréciation de la valeur. Parce qu'ils ont chacun des intérêts divergents. Au premier semestre, j'avais 6 groupes de contrats spéciaux.
donc à raison de 25-30 étudiants, ça fait 180, vous ne pouvez pas utiliser les mails. Et donc là, vraiment, le Google Group est utile pour communiquer avec les étudiants. Alors ça permet de donner en cours de semaine, quand vous ne voyez pas vos étudiants, quelques indications supplémentaires, ou de leur dire, quand vous êtes en train de préparer la fiche, tiens, allez regarder éventuellement cette note, vous comprendrez peut-être mieux. Après, les étudiants peuvent poser leurs questions sur les points qui ne sont pas clairs. Et il y a surtout un usage qui commence à être utilisé par mes étudiants, c'est de poser des questions aux autres membres, aux autres étudiants. Ouais, Alors ils l'ont fait que 2 fois là, cette année en droits et obligations, mais je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas que moi qui détiens la connaissance. Eux aussi ont des parts de connaissances, des expériences à partager. Quel est le défaut majeur que vous retrouvez chez tous les étudiants? Alors pas tous les étudiants, mais le principal défaut, je dirais, c'est la méthodologie. Méthodologie dans la préparation de la fiche, méthodologie dans l'apprentissage du cours, et méthodologie dans les exercices qu'on leur demande. Alors, quand on commence à préparer sa séance, il est bon de relire le cours et de se remettre en tête un peu tout ce qu'on a vu en cours, alors, y compris pour Charrette TD, parce que bon, tout ça c'est les questions qu'il a pu déjà croiser, soit dans sa thèse, soit dans ses cours, ou soit les années précédentes où il enseignait. Mais bon, on fait toujours une petite piqûre de rappel. Et puis chaque année, notre conception de la matière a un peu changé parce qu'on a rencontré d'autres exemples. Donc c'est vrai que d'une année à l'autre, même quand vous enseignez la même matière, la présentation que vous allez en faire va différer. Vous n'allez pas présenter les conditions de la même façon. Et puis là, j'ai 3 manuels devant moi, ils présentent chacun différemment l'erreur, le dol. Donc après, au Charrette TD, c'est de trouver le schéma le plus clair pour ces étudiants et d'insérer les différents arrêts de la fiche dans ce schéma-là. Je crois qu'il ne faut pas oublier de travailler l'ensemble des documents et non pas seulement de les lire, mais essayer de résumer en quelques phrases sur sa fiche de TD qu'est-ce qu'on va en retenir. Parce qu'ainsi vous avez déjà en quelque sorte préparé le travail pour l'examen, puisque quand vous réviserez vos examens, vous prendrez simplement votre fiche de TD et vous aurez écrit à côté la portée de l'arrêt. Donc en quelques minutes vous aurez fait le tour de vos fiches de TD. Ensuite sur les exercices, il faut prendre garde aux notes de jurisprudence. Impérativement, l'étudiant doit d'abord réfléchir sur l'arrêt une demi-heure sans aucune note. Et quand il ne comprend pas, ou quand il a quelques idées mais aimerait les compléter, là seulement il va regarder les notes des auteurs. S'il se met tout de suite à aller plonger dans la doctrine, non seulement ça va le dépasser, mais en plus il va perdre de vue ce qu'on exige de lui, à savoir expliquer le raisonnement de la cour, montrer le texte qui a été utilisé. Les Charrette TD développent-ils entre eux, disons, un top 10 des étudiants avec peut-être le super faillot ou le super fainéant ou peut-être qu'il y a des passages de copies assez amusantes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une vie un petit peu... Il arrive que quand vous corrigez des copies pendant un mois, de temps en temps vous avez besoin de vous distraire et donc quand vous trouvez une perle dans une copie, vous allez la montrer à votre collègue qui est assis à côté de vous et qui fait à peu près la même chose que vous. Après, au début de l'année, souvent, ceux qui étaient en 2e année et qui ont passé le relais à d'autres pour la 3e année sont curieux de savoir, tiens, quelle est ta liste d'étudiants, et là vont dire, ah oui, celui-ci il était sympa, il participait beaucoup, bon, peut-être un peu faillot, etc. On va éventuellement se donner des informations sur les étudiants, ou bien parfois on a des étudiants qui nous posent des difficultés, et là aussi on va échanger pour essayer de trouver des solutions à comment est-ce qu'on va faire pour gérer cet étudiant. Ou bien parfois il y a un étudiant, on se dit mais c'est bizarre, et il y a des décalages très importants entre ce qu'il produit à la maison ou ses notes au galop et puis ce qu'il fait en cours, et ça peut aussi parfois, c'est plus triste à dire, mais nous aider à dépister éventuellement des triches d'étudiants. Ça c'est déjà vu. Donc on discute entre nous pour échanger les bonnes choses mais aussi les mauvaises choses sur les étudiants. Certains font des listes de perles, c'est pas mon cas. Vous n'en avez aucune dans votre mémoire? Aucune perle dans ma mémoire. J'ai mes propres perles, c'est celles que j'ai trouvées en relisant mes cours de première année, Obriguero, qui sont 2 auteurs que j'écrivais en un mot comme sombrero, voilà. Mais j'ai pas retenu les perles. Comme quoi tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Voilà. Que pensez-vous du rapport étudiant Charrette TD? Certains sont très copains-copains, d'autres au contraire préfèrent garder une distance presque infranchissable. Ce qui se traduit d'ailleurs souvent dans l'accoutrement. Certains Charrette TD tiennent absolument à mettre le costume cravate, d'autres vont venir en jean t-shirt. J'en ai jamais vu comme ça encore. Moi, mon premier Charrette TD en première année venait en jean t-shirt. Le fait de tantôt mettre la cravate, tantôt pas la mettre, est là pour montrer aux étudiants que bon, je suis
en charrette TD, mais je suis pas non plus à mettre sur un piédestal, je peux m'habiller comme eux de temps en temps. Pourquoi? Parce que si l'étudiant voit une frontière trop importante avec le charrette TD, il me semble qu'il va beaucoup moins participer en TD. Et donc je ne m'interdis pas forcément de chambrer un étudiant qui aura dit une bêtise, mais de manière gentille pour essayer de faire sourire un peu détendre un peu l'atmosphère. Lorsque je sens que tout d'un coup ça bloque, ils s'en sortent pas, là on fait une petite rupture, on devient copain-copain, quelques secondes pour essayer de reprendre leur attention. Et puis ensuite on poursuit dans le registre académique. Si l'année se passe bien, que vraiment les étudiants ont fait un effort et que le contact est bien passé, c'est vrai que le charrette TD est souvent content de les revoir à la fin en cassant un petit peu le monsieur et puis discuter plus librement. Voilà, aussi pour montrer que il est là pour eux s'ils ont des conseils à lui demander pour leur avenir professionnel. Donc, voilà, je pense que c'est important de montrer une certaine proximité pour que l'étudiant se sente, comment dire, dans ce monde froid que peut parfois paraître à Sas, qu'il se sente écouté et qu'il ait l'impression qu'on s'occupe un petit peu de lui et qu'on s'intéresse à ses problèmes.